Bienvenue dans ce qui constituera la troisième séance consacrée à la séquence 3 de géographie des classes de 4e, dédiée au tourisme mondial et à ses espaces. Et je vous rappelle que la problématique générale de la séquence est la suivante: comment le tourisme de masse transforme-t-il les espaces ? La dernière fois, nous avons étudié, au cours d'une étude de cas, le bon côté du miroir, le côté face de la pièce de monnaie. Nous avons étudié Cancun, une ville, ou plutôt devrais-je dire une station balnéaire, créée de manière artificielle, pour ainsi dire, du jour au lendemain, pour le tourisme de masse. Nous en avons vu les manifestations, le développement. Aujourd'hui, nous allons prolonger l'étude de cas. Nous allons rester à Cancun, au Mexique, et nous allons étudier les effets du tourisme de masse. Alors, les géographes aiment bien le mot effet parce qu'il est assez pratique, puisqu'on peut lui donner deux sens. Le premier sens, c'est le sens du mot conséquence. Quelles sont les conséquences du tourisme de masse? Quelles sont les conséquences positives, mais aussi les conséquences négatives du tourisme de masse, ce qui va nous permettre d'étudier le côté pile de la pièce de monnaie, d'aller regarder à l'envers, de l'autre côté du miroir, tout ce qu'on ne veut pas forcément nous montrer. Et justement, les géographes utilisent aussi le mot effet parce qu'il sous-entend qu'il y a des manifestations, c'est-à-dire des choses à voir pour peu que l'on prenne la peine d'observer. Donc qu'est-ce que l'on peut voir, même de loin, sans être à Cancun, mais qu'est-ce que l'on peut voir de positif ou qu'est-ce que l'on peut voir de négatif en ce qui concerne l'exemple de tourisme de masse qui nous est proposé par la station balnéaire de Cancun. Je vous invite avant toute chose, à moins que vous ne préfériez le garder pour la fin, ça vous regarde, vous êtes libre, mais je vous invite à un moment ou à un autre à aller faire un tour sur YouTube et à aller voir ce reportage qui vous présentera un aspect seulement de notre problématique, c'est-à-dire les aspects négatifs du tourisme de masse, l'envers du décor à Cancun. Ça, c'est le titre du reportage. Donc sur YouTube, soit vous tapez Cancun et puis vous verrez apparaître très rapidement la vidéo en question, soit vous copiez le lien dans le navigateur, vous copiez le lien qui s'inscrit en rouge en bas de l'image, mais vous verrez, ça vaut le coup, même si malheureusement l'image n'est pas d'une excellente qualité parce que ça a dû être repiqué sur la télévision, sur un vieux magnétoscope VHS. Bon, enfin, c'est pas très grave, ça dure pas très longtemps, mais allez le voir parce que ce reportage vaut le coup. Vous verrez ce que les touristes ne voient jamais, et notamment les bidonvilles dans lesquels vivent les pauvres au service des riches dans les hôtels de luxe. Commençons par les manifestations positives, les effets positifs du tourisme de masse. Alors, le premier document ne paye pas nécessairement de mine, mais ce graphique a un énorme avantage, c'est qu'il nous permet de comprendre à quel point l'économie mexicaine est aujourd'hui dépendante des revenus du tourisme, puisque dans le produit intérieur brut mexicain, c'est-à-dire le PIB, l'ensemble des richesses produites par le Mexique en un an, le tourisme au Mexique représente pas moins de 10% du PIB, c'est-à-dire que quand le Mexique gagne 100 $,
pour garder la monnaie de référence internationale, 10 $ sont dus aux revenus apportés par les touristes au Mexique. Et que sur ces 10% de richesse, ce qui n'est déjà pas rien, 5% sont offerts, si je puis dire, par la Riviera Maya, les stations littorales balnéaires face à la mer des Caraïbes, plus Cancun qui est associé à la Riviera Maya. Cancun apporte, avec les autres stations de la péninsule du Yucatan, 5% des richesses du Mexique. Et donc, le pari du gouvernement mexicain, quand il a décidé de créer un paradis artificiel pour touristes dans ce coin paumé de la péninsule du Yucatan, eh bien ce pari est totalement réussi et probablement même au-delà des espérances du gouvernement fédéral mexicain. Autre aspect positif, il est mis en avant par un géographe qui nous dit qu'un nombre grandissant de Mayas, c'est-à-dire les autochtones, les populations locales mexicaines, issus des peuples mayas, c'est-à-dire ces peuples pré-colombiens, c'est-à-dire ces peuples qui vivaient déjà sur place avant l'arrivée de Christophe Colomb et des Européens au XVe siècle et après, et ces mayas, pour peu qu'ils soient jeunes et instruits, vont pouvoir migrer sur le littoral pour y travailler. Et pas pour y travailler dans la pêche comme il y a 50 ans, non, pour y travailler évidemment dans les hôtels de luxe, puisqu'ils vont être ce qu'on appelle les petites mains des hôtels, c'est-à-dire les petites mains qui cuisinent, les petites mains qui servent, les petites mains qui font le repassage, qui passent le balai, qui nettoient les chambres. Bon, donc ces hôtels de luxe de la station balnéaire de Cancun vont offrir d'importants gisements d'emplois, jusque dans des activités auxquelles on ne pense pas nécessairement. Sur la photographie en haut à gauche, vous voyez une reconstitution historique, comme peut le proposer par exemple le Puy du Fou en Vendée en France, où on voit par exemple, j'imagine, l'arrivée des conquistadors espagnols, d'Hernán Cortés, parti conquérir l'empire aztèque au XVIe siècle. Et pour un certain nombre de ces figurants, eh bien, s'il n'y avait pas le tourisme, eh bien, peut-être serait-il tout simplement au chômage et dans la misère. Par contre, comme le signale le géographe, faut pas non plus rêver. C'est pas parce que on a des hôtels de luxe que les salaires sont luxueux, bien au contraire. Les salaires sont parfois non déclarés, donc sans aucune sécurité de l'emploi, et ils sont en général sous-payés. Et quand vous êtes un Maya âgé et que vous maîtrisez mal l'espagnol parce que vous parlez le dialecte maya, ou que vous ne parlez pas du tout anglais, qui est quand même la langue, je vous le rappelle, de la grande majorité des touristes, eh bien très clairement pour vous il n'y aura pas d'emploi. Un autre aspect positif du tourisme de masse, c'est que la région a été considérablement mise en valeur et modernisée. Parce que pour les pêcheurs qui vivaient misérablement dans les années 1950-60 dans des cabanes en bois, qui probablement allaient chercher l'eau au puits et qui s'éclairaient peut-être bien à la bougie ou pas loin, et bien forcément le tourisme de masse a contribué à apporter des aménagements et des équipements. Alors certes, évidemment, destinés prioritairement aux touristes. La photographie du supermarché que vous avez sous les yeux, certes le personnel est mexicain, on peut penser qu'une bonne partie des clients sont nord-américains, c'est des touristes, ceci dit, ce supermarché n'est pas non plus interdit aux Mexicains, donc les Mexicains qui en ont les moyens vont pouvoir en profiter pour aller faire leurs courses.
Il a fallu, j'imagine, tirer des câbles prodigieux pour assurer l'Internet dans les hôtels de luxe, parce que le touriste, il n'a pas l'intention de se passer de son téléphone portable, de son ordinateur ou de sa manette de jeu vidéo. Donc il faut que la région soit particulièrement bien équipée, et on peut penser que cela profite aussi aux autochtones, même si, encore une fois, ça n'est pas fait au départ pour eux. Jusque-là, nous avons mis en évidence les aspects, les effets, comme disaient les géographes, les effets positifs. Maintenant, je ne vous cache pas que les effets négatifs sont spectaculaires et nombreux, et même si on fait tout sur place à Cancun pour cacher la poussière sous le tapis, c'est-à-dire faire en sorte que les effets négatifs se remarquent le moins possible, c'est quand même difficile de ne pas toujours les voir. Parce que, comme le dit le texte que nous allons découvrir ensemble, la présence du tourisme de masse ne nuit pas, hélas, uniquement à l'image de la ville, mais carrément à son existence. Et dans le cas de Cancun, hein, les bienfaits économiques du tourisme sont considérables et bien connus, mais les nocivités dépassent de loin les avantages, c'est-à-dire que les effets négatifs sont bien plus importants que les effets positifs. À commencer par le fait que ce développement massif et rapide de structures, notamment les hôtels, a ravagé 21 km de littoral, dont la fameuse bande de terre, le fameux Lido dont on parlait l'autre jour, où se trouvent 120 hôtels, même un peu plus maintenant, pour près de 36 000 chambres d'hôtel, et la lagune qui sépare donc le Lido du continent, qui était autrefois belle et poissonneuse, gorgée de mangroves qui protégeaient notamment des ouragans. Et bien ces mangroves, on peut en parler au passé, elles n'existent plus. Et si vous vous demandez ce que c'est qu'une mangrove, eh bien c'est une forêt. C'est une forêt qui a la particularité de voir les arbres pousser dans l'eau. Et la forêt, effectivement, protégeait l'espace des ouragans, des cyclones plus exactement. Et comme la forêt a totalement disparu, les arbres ont disparu, eh bien il n'y a plus la moindre protection quand un cyclone arrive. Et il est déjà arrivé qu'il faille évacuer des dizaines de milliers de touristes en urgence parce qu'un cyclone de catégorie majeure menaçait Cancun. C'est évidemment embêtant. Et au chapitre désastre environnemental, le plus triste reste à venir. Alors évidemment, on peut s'émerveiller devant ces paysages, bon, totalement artificiels, hein, ça se voit bien, mais c'est vrai que ça a une certaine allure, hein. On voit des greens, comme diraient les spécialistes de golf, des pelouses bien vertes, bien tondues, c'est assez joli. Mais le problème, c'est que ces golfs ont poussé en lieu et place de la mangrove, et donc ne protègent plus du tout les écosystèmes et ne protègent plus du tout des cyclones. Mais en plus, c'est que pour faire pousser le gazon, eh bien, on utilise des engrais chimiques très puissants qui polluent l'eau du sous-sol et qui rendent la nappe phréatique totalement inutilisable. L'eau n'est plus potable. Donc après, pour les hôtels de luxe, ça n'est pas très grave parce qu'il y a des systèmes de filtration qui permettent malgré tout d'utiliser l'eau, mais pour les pauvres qui n'ont pas accès à ces systèmes de filtration, eh bien ils risquent leur santé et peut-être même leur vie en buvant l'eau des nappes phréatiques qui est très gravement polluée par la pollution engendrée par le tourisme de masse.
Parce que dire que le tourisme de masse, ça pollue, c'est peu de le dire, hein. Vous avez cette photographie à l'appui qui nous montre une véritable barricade de déchets. Et oui, eh ben, il y a un chiffre qui donne un peu le vertige, c'est que chaque jour, 400 tonnes de déchets sont collectées un peu partout, rien que sur le site touristique de Cancun, hein, c'est-à-dire les 36 000 chambres d'hôtel et puis les 140 hôtels de luxe. Donc 400 tonnes, alors ramassées évidemment dans les poubelles des hôtels pour la plupart, mais dans les arrière-cuisines, mais aussi parfois ramassées sur la plage, enfin un peu partout, sans parler de la pollution maritime. Sur une diapo précédente, il y avait un sac plastique, c'était pas une méduse, hein, c'était pas une pieuvre, c'était un sac plastique qui nageait entre deux eaux. Et ces 400 tonnes, eh ben, vous comprenez bien qu'on ne peut pas les laisser au vu des touristes parce que ça ne donne pas tellement une bonne image de la station. Donc on les évacue, mais comme il n'y a pas de décharge municipale prévue et de toute façon pas suffisamment grande, eh bien on dépose les immondices, les 400 tonnes par jour, on les décharge au milieu des bidonvilles des pauvres. Nous avons vu ensemble la dernière fois qu'il existe en fait deux villes de Cancun qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Donc pour mémoire, celle qui est la plus à l'est, celle qui est littorale, coincée entre la mer des Caraïbes et la lagune, et qui se trouve donc construite sur ce mince cordon de terre appelé Lido, c'est la Cancun touristique. Bon, c'est celle qui produit les déchets. Et puis il y a l'autre Cancun, celle qui n'est pas du tout touristique, celle qui est à l'intérieur des terres, sur le continent, à l'ouest, c'est la ville des pauvres, et c'est là que les déchets vont s'entasser, quand bien même ils ne sont pas produits sur place, mais c'est là qu'on va s'en débarrasser, comme nous l'explique le géographe, hein. Après les 4 voies de la zone hôtelière, puis les embouteillages du centre où vivent les cadres des hôtels, hein, c'est-à-dire les directeurs, on arrive sur une route cabossée, des chemins de terre dignes de la brousse, autour, une suite de bidonvilles, la majorité sans tout à l'égout ni électricité, où habitent les petites mains de l'hôtellerie. Chaque famille qui débarque à Cancun s'installe où elle peut, pose quelques tôles et creuse un trou pour les WC. Le réseau d'eau cristalline en dessous est aujourd'hui inutilisable. Et oui, c'est-à-dire qu'au départ elle était potable, elle était très pure, mais les nappes phréatiques sont polluées par les tonnes de fertilisants des golfs. Et en plus, les 750 tonnes de déchets des touristes quotidiennes, les tonnes sont entassées au beau milieu de ces quartiers. Il y a de quoi rendre fou, j'imagine, les habitants de ces quartiers qui, chaque jour, ont l'occasion de vivre au plus près des plus riches, puisqu'ils leur servent leur petit déjeuner, ils s'occupent de leur confort toute une journée, avant de retourner à leur misère le soir. Et du coup, ça va expliquer pourquoi c'est à Cancun que le taux de suicide est le plus élevé du pays, parce que ce sont les petites mains, comme on les appelait dans le texte précédent, des trentenaires pour la plupart, des gens qui s'usent toute une journée au service des plus riches, mais qui eux-mêmes vivent dans la misère, et qui finalement ne voient pas d'autre solution pour échapper à leur misère que le suicide. Ça en dit long sur les conditions de vie et de travail des petites mains du paradis touristique de Cancun. La photographie que vous avez présentement sous les yeux est un véritable petit miracle. J'ai bien cru que je n'arriverais jamais à la trouver. Il m'a fallu faire de longues recherches sur Internet parce que ce que vous êtes en train de voir,
ça n'arrive pour ainsi dire jamais. Il s'agit d'un mouvement de grève des petites mains justement du personnel d'un des nombreux hôtels de luxe de Cancun. Et oui, le personnel a osé se révolter et c'est rarissime, ça n'arrive pratiquement jamais. Pour que le personnel se soit mis en grève, j'ignore la cause du mouvement de grève, mais ça doit être une cause importante parce que la plupart des gens qui sont photographiés là, à mon avis, ont perdu leur emploi justement à cause de la grève. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est ce que va nous expliquer le témoignage d'un masseur dans un hôtel, Alejandro, il explique que non seulement les salaires sont indécents pour des journées de travail qui peuvent parfois atteindre les 12 heures par jour, c'est pratiquement d'esclavage, mais en plus, en toute illégalité, mais sans aucun risque puisque les autorités ferment les yeux, le gouvernement, la justice, la police, tout le monde ferme les yeux, les patrons obligent les salariés à signer des contrats qu'il appelle des contrats bidons, des faux contrats, des vrais faux contrats de 28 jours, c'est-à-dire d'un mois, ce que nous en France on appellerait des CDD, des contrats à durée déterminée, renouvelés après 3 jours au repos, mais sans être payés. Et alors pourquoi faire signer à un salarié un contrat tous les mois si c'est pour le faire revenir toute l'année? Eh bien vous allez le comprendre, il y a une logique à cela. Le jour où tu signes ton contrat, tu signes en même temps ta lettre de démission dans 28 jours. Ils font tous ça. Ils, c'est les patrons des hôtels, les recruteurs. Et si tu dis quelque chose, tu te retrouves sur une liste noire. Impossible alors de trouver du travail sur toute la Riviera Maya. C'est-à-dire que les patrons s'arrangent pour ne pas payer de vacances, de congés payés, et surtout, le salarié est dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de l'employeur. C'est-à-dire que si le salarié ne donne pas satisfaction, si le salarié ne fait pas d'heures sup gratuitement, si le salarié rechigne, ose se mettre en grève, eh bien, au bout des 28 jours, il est viré. Et comme tous les employeurs se connaissent, eh bien, le salarié qui s'est fait virer ne retrouvera jamais de travail. Donc c'est une situation de chantage. Alors, dans un pays comme la France, cette situation est heureusement totalement illégale. Mais dans un pays où les autorités ferment les yeux sur beaucoup de choses, eh bien, les salariés sont obligés d'accepter ce qu'autrement ils n'accepteraient pas. Et c'est ça s'ils veulent. Mais c'est ça ou se retrouver au chômage. Et en plus, sans aucune garantie, malgré tout, de garder leur emploi, même en travaillant correctement aux yeux des patrons. Parce que sur la photographie que vous voyez, alors là, ça n'est pas une manifestation de grévistes en colère, non, non, pas du tout. Cette photo représente 250 employés qui se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage, parce que, alors la photo n'est pas liée au texte qui lui date de 2016, la photo elle a été prise en mars 2020, c'est-à-dire au moment où au Mexique a eu lieu le confinement lié à la crise du coronavirus. Les hôtels étaient vides, les touristes n'ont pas pu venir, et bien les patrons ont viré du jour au lendemain, sans prévenir. C'est pour ça d'ailleurs que les salariés là, ils sont agglutinés devant la porte. Ils voudraient bien qu'on les fasse rentrer pour les faire travailler. Et on leur apprend que ben non, ils sont au chômage, qu'ils ne toucheront évidemment rien tant qu'ils ne travaillent pas. Ils ne sont évidemment pas payés. Et pour les salariés, il faudra espérer être repris quand les choses s'amélioreront et que les touristes seront de retour. Ça doit être vraiment très dur à vivre. Il est temps de
passer à l'exercice de synthèse qui clôturera notre séance. Donc nous allons récapituler ensemble les effets positifs et négatifs du tourisme de masse à Cancun. Donc je pense que vous l'aurez compris facilement. Je vais vous demander de lire chacune des cases du tableau que vous avez sous les yeux et je vais vous demander de vous prononcer sur le fait qu'on a affaire soit à un effet positif, dans ce cas-là il faudra le colorier en vert, soit un effet négatif et dans ce cas-là il faudra le colorier en rouge. La symbolique des couleurs vert et rouge ne vous aura pas échappé, hein. Le vert c'est le bien, le rouge c'est pas bien. Voilà, mettez-moi sur pause le temps de faire l'exercice qui n'est vraiment pas difficile. Les effets positifs sont quand même assez nombreux, hein. Faut pas non plus caricaturer la situation. L'image de marque du pays est améliorée, hein, parce que autrement le Mexique c'est souvent synonyme de violence, de cartel de la drogue. L'image du Mexique ou des migrants pauvres qui essaient de passer clandestinement aux États-Unis, l'image de marque du Mexique n'est pas si belle que cela, donc forcément Cancun ça améliore les choses. Un parc hôtelier de loisirs presque sans équivalent dans le monde, et oui, ça aussi, c'est positif. Cancun, le cœur de la Riviera mexicaine, dont elle ne fait d'ailleurs pas officiellement partie, c'est un joyau touristique. Voilà, les gens, ils savent pas forcément placer Cancun sur une carte du Mexique, mais ils savent que c'est au Mexique. Un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de dollars par an, donc quelque chose de très important, qui apporte des bénéfices énormes au pays, hein, 5% du PIB mexicain. Des équipements modernes qui profitent aussi aux autochtones. Le modeste village de pêcheurs fait de cabanons de planches devenu une grande ville. Bon, on peut considérer aussi que c'est positif. Passons aux effets négatifs qui sont aussi très nombreux et même davantage. Le fait que la forêt qui poussait les pieds dans l'eau, la mangrove, a disparu de la lagune qui a été bétonisée, ça provoque des effets démultipliés chaque fois qu'un cyclone arrive sur Cancun. Les 750 tonnes de déchets par jour, la pollution est partout. Du coup, les décharges sauvages se multiplient bien à l'abri des regards des touristes, mais les pauvres et leurs bidonvilles pataugent au milieu des ordures, on ne peut pas s'en réjouir. Les salaires sont misérables, les conditions de travail absolument indignes. Les sols et nappes phréatiques sont gravement intoxiqués, pollués si vous préférez. Les bidonvilles se multiplient parce que comme les pauvres ont des salaires misérables, ils ne peuvent pas vivre dignement de leur travail, donc ils sont obligés de s'entasser dans les bidonvilles. Il faut importer des millions de mètres cubes de sable parce que la mer des Caraïbes emporte le sable au large. C'est pas très développement durable tout ça. Le taux de suicide le plus élevé du pays parmi les salariés. Les autochtones indiens font les métiers les plus dangereux, c'est-à-dire que c'est eux par exemple qui construisent les gratte-ciel, les immeubles, les hôtels de luxe, c'est eux aussi qui risquent leur vie sur des échafaudages, sur des nacelles pour nettoyer les vitres des chambres des hôtels de luxe. Bon. Et enfin, l'épuisement de la ressource en eau potable, parce que l'eau soit polluée, c'est une chose, mais c'est que l'eau se raréfie parce qu'à force de consommer, de surconsommer, ne serait-ce que pour arroser les golfs, les Mexicains sont en train d'assécher la ressource en eau, et ça pourrait bien se révéler rédhibitoire dans quelques années. Parce que si le touriste, quand il ouvre son robinet, il n'a plus qu'un filet d'eau, il ira boire ailleurs. Donc, à l'arrivée, les effets négatifs l'emportent quand même largement sur les effets positifs.
surtout si on réfléchit en termes de développement durable. On a affaire à une très grande réussite économique, ça c'est incontestable. Sur le plan social, on ne peut pas dire que ça soit une grande réussite, hein. C'est une réussite pour les gens qui s'enrichissent grâce au tourisme de masse, mais c'est une minorité. Et alors sur le plan du développement, là, sur le plan pardon, de l'environnement, alors là, le constat est sans appel, c'est une véritable catastrophe. Alors, quels sont les chiffres clés que nous pouvons retenir concernant notre séance des effets du tourisme de masse à Cancun? Alors d'abord, le fait que 5% du produit intérieur brut, 5% de la richesse du Mexique, eh bien, est dû aux bénéfices dégagés par l'activité touristique de Cancun. Et encore une fois, 5%, ça peut vous paraître faible, en réalité, c'est déjà très important. Entre 400 et 750 tonnes de déchets produites chaque jour sur le site touristique de Cancun, ça laisse rêveur et ça nous montre à quel point le développement durable et le développement touristique de Cancun sont deux choses différentes et même malheureusement opposées. Et enfin, 3 fois plus de suicides parmi les salariés de Cancun que dans la moyenne nationale mexicaine. Donc c'est dire si travailler pour l'hôtellerie de luxe, c'est pas forcément un rêve. Voilà, je vous laisse découvrir la leçon associée à la séance Cancun, les effets du tourisme de masse, où vous retrouverez et aussi bien les effets positifs que les effets négatifs du tourisme de masse, mais vous verrez quand même que les effets négatifs l'emportent largement sur les effets positifs et que dans le cas de Cancun, on peut pas certes parler d'un développement économique, mais pas d'un développement social ni d'un développement environnemental, donc on n'est très clairement pas dans un développement durable. Voilà, et bien je vous souhaite un bon apprentissage de la leçon et je vous dis à bientôt pour la suite de notre séquence, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale, ça sera la mise en perspective. À bientôt.